Bonjour à tous. Jay-Z, Signals and Math, on va parler de Shazam. On va cloner Shazam. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que Shazam, c'est l'appli quand vous êtes quand vous êtes dans votre canapé, vous regardez Netflix, il y a un son qui passe, il y a une pub qui passe, il y a un son que vous aimez bien, vous ne savez pas ce que c'est, Shazam, et c'est super impressionnant, en 1 seconde et demie, 2 secondes, il vous dit, tiens, c'est 50 Cent, c'est Eminem, c'est un tel. Et c'est super impressionnant. Et moi, en tant que dev, je me suis toujours posé la question, bah, tiens, comment ça marche? Je me suis probablement dit, ouais, bon, à un moment ou à un autre, il y a une base de données, on doit comparer quelque chose avec quelque chose, ça ne va pas être si compliqué que ça. Donc je regarde un petit peu sur Internet, et je me rends compte qu'il y a un article scientifique publié par Avery Wang, qui est une des cofondatrices de Shazam, et qui explique exactement comment l'algo fonctionne. Donc, je me dis, en fait, c'est parfait, tout ce que j'ai à faire, c'est lire cet article, et on va pouvoir recloner le truc. Spoiler, je ne sais pas lire d'articles scientifiques, en fait. C'est plutôt compliqué, c'est plein de formalismes que je ne connais pas, c'est plein de maths, des maths plus que spé maths, quoi. C'était un petit peu compliqué. Sauf qu'il y avait des graphes et un petit peu d'images, et ça, je sais faire. Du coup, je me force un petit peu et je vais vous montrer tout ce que j'ai appris. Donc, de manière très, très, très grossière, comment ça fonctionne. On prend un son analogique dans la vraie vie, donc quand je parle, quand vous entendez n'importe quoi, c'est du son analogique dans l'air. On l'enregistre, donc c'est du sampling, jusqu'à là, n'importe quel micro, il fait ça, il sample un son et on l'enregistre sur un fichier .mp3. On va faire de l'extraction de fréquences, donc bon, là c'est un petit peu flou et vous vous doutez bien qu'il y a pas mal de taf là-dedans, on va expliquer comment ça marche. On va créer une empreinte de notre base de données de son, donc je vais prendre 100 sons, je crée 100 empreintes, et je vais les mettre dans une base de données. Et le jour où j'utilise mon téléphone pour enregistrer 3 secondes de l'enregistrement d'un épisode de je sais pas quoi, parce qu'il y a un son que j'aime bien, ça va refaire tout le même chemin, sauf qu'au lieu de le stocker en base de données, on va juste comparer pour essayer de trouver. Donc ça marche à peu près comme ça. Mais avant, on va faire un tout petit peu de physique. Un son, déjà, qu'est-ce que c'est? Un son, c'est juste des molécules d'air qui se tapent entre elles et qui créent une vague, en fait. Et en fait, c'est ça, elles se tapent entre elles, elles tapent la molécule d'à côté, la molécule d'à côté, ça arrive à nos oreilles, et notre cerveau, il interprète et il dit, bon, c'est du son. Et en fait, on représente toujours le son par les sinusoïdales que vous voyez ici. Dans l'imaginaire collectif, c'est ça un signal sonore. Et il y a deux choses qui nous intéressent dans un signal, enfin il y en a un peu plus dans la vraie vie, mais pour moi, il y a deux choses qui nous intéressent. C'est la fréquence, donc est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est grave, et l'amplitude du son, donc est-ce que le volume est haut ou pas. Les humains, on entend entre 20 Hz et 20 kHz. Donc 20 Hz, c'est très 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 grave. 20 kHz, c'est super aigu. C'est ce qu'on peut entendre, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. À partir de 2000 Hz, c'est déjà super aigu, c'est très désagréable. Et pour les musiciens, vous saurez que une fréquence, c'est juste une note musicale en fait. Donc le do, ré, mi, fa, sol, la, si, ce sont juste des notes qui correspondent à des fréquences dans ça en fait. Donc si on prend le La 440, qui est la note que les musiciens utilisent pour s'accorder entre eux, donc pour savoir s'ils sont accordés ou pas, le piano ou la guitare, le La 440, en fait, c'est juste le La d'octave 3, et on l'appelle le La 440 parce que sa fréquence, c'est le 440 Hz. Et en fait, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, toutes les notes musicales dans toutes les octaves correspondent à une fréquence précise. Et on peut remarquer un truc, c'est qu'en fait, entre le La d'octave 2, 220, et le La d'octave 3, 440, et le La d'octave 4, 880, il y en a plus que 3 octaves. C'est des multiples de 2 en fait, et ça augmente comme ça. Et donc ça va nous aider pour la suite. Donc juste retenez, une fréquence, c'est juste une note musicale. Là, je vais vous montrer deux signaux, donc tout simple. Le signal bleu, c'est un signal de fréquence 5, parce que le pattern se répète 5 fois en 1 seconde, donc 1 sur 0,2, parce que si on fait le calcul, ça fait 5 Hz. Ça un peu. Pareil pour à droite, le signal rouge, il a une fréquence de 2, donc il est un peu plus étendu, il a une fréquence un peu plus basse. Donc, généralement, quand un signal est serré, on va dire, c'est pas les termes scientifiques du tout, il est très aigu, et sur la droite, il est plutôt grave. Sauf que, petit problème, dans la vraie vie, un son, c'est composé de milliers et des milliers de notes, en fait, qui ne sont pas pures. Donc on va commencer par le millier et des milliers de notes. Là, c'est un signal. Là, c'est un signal. Dans la vraie vie, en fait, les signaux, ils se stackent. Et en fait, c'est des additions de signaux. Donc si on additionne ces deux signaux-là, qu'est-ce que ça fait? Ça rend un truc comme ça. Moi, déjà, de manière visuelle, je ne peux pas déjà dire, ah bah, ça, c'est simple, en fait, c'est un signal composé de deux sous-signaux, un de 5 Hz et un de 2 Hz. C'est déjà un peu plus compliqué. Et l'addition, c'est littéralement juste l'addition de chacune des valeurs, et ça crée ce signal-là. Donc dans la vraie vie, on a des choses comme ça, avec des milliers et des milliers de notes qui s'additionnent, de fréquences. Et deuxième problème,
j'ai dit donc, le premier problème déjà, c'est composé de milliers de notes, et deux, elles ne sont pas pures. Là, je vous montre des belles sinusoïdales. Dans la vraie vie, c'est pas ça un son. Dans la vraie vie, quand, par exemple, je prends un piano, donc toujours le La 440, donc le La 3, le La d'octave 3, le piano, il va sortir une fréquence, la 440, qui est la fondamentale. Elle va ressortir avec une amplitude très élevée, ce qui est logique. J'ai touché sur la note du piano qui fait cette fréquence-là. Sauf que quand on est dans la vraie vie et qu'il y a de la physique et que, enfin, on n'est pas dans le monde magique des mathématiques absolues, il y a des harmoniques à côté, donc des harmoniques parasites. Le parasite, il est entre guillemets parce que dans la vraie vie, ce n'est pas du tout parasite. Ces harmoniques-là qui sont à côté, donc les 55 Hz, 110 Hz et 220 Hz, elles vont être à côté de cette fondamentale avec des amplitudes un peu moins élevées, enfin même beaucoup moins élevées. Et moi, j'appelle ça parasite parce que dans mon algo, en fait, ça ne m'aide pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais dans la vraie vie, c'est ce qui fait qu'un piano, en fait, ça sonne bien. C'est ce qui fait qu'une guitare est une guitare et qui fait qu'une flûte est une flûte. C'est la fondamentale accompagnée de ces harmoniques qui fait que l'instrument est un instrument. Et c'est ce qui fait qu'il est unique. C'est des trucs très physiques qui définissent quelle harmonique ressort à quel moment, donc la raideur des cordes, le bois avec lequel le piano est fait, enfin, tout plein de trucs physiques qui font que les harmoniques ressortent et qui font que l'instrument est unique. Et c'est tout pareil pour les voix aussi, hein. On n'a pas tous les mêmes voix, on ne chante pas tous pareil. Je ne chante pas bien, par exemple. Et même si je chantais bien, deux chanteurs qui chantent très très bien n'ont pas la même voix parce que caractéristiques physiques. Typiquement ici, l'instrument, c'est un instrument qui se rapproche le plus d'un signal pur, c'est le diapason, ce qui est utilisé pour s'accorder. Mais typiquement ici, on voit qu'il y a trois instruments différents entre le saxo et la clarinette. La même note est jouée, et pourtant les signaux se ressemblent pas vraiment. On voit que c'est le même pattern, on voit que c'est la même note, mais en fait, de toute façon, on l'entend bien, hein. Un La en saxophone et un La en clarinette, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, on a dans la vraie vie des signaux qui ne sont pas purs. Deux problèmes. Donc, comment est-ce que je fais pour retrouver différentes fréquences qui forment mon son, donc les fondamentales, et comment je fais pour les différencier, les différentes fréquences qui forment un seul signal, et comment je fais pour récupérer juste celle qui m'intéresse, la fondamentale. Donc là, on va parler de quelqu'un, un beau gosse, qui s'appelle Joseph Fourier. Joseph Fourier, c'est qui? C'est un mathématicien, c'est un physicien, c'est un archéologue, il était préfet à 22 ans, je crois. Donc bon, vraiment, c'est un king. C'est le papa de la théorie du signal. Donc si vous avez fait du traitement, de la compression d'images ou de signaux, de sons ou de n'importe quoi, c'est grâce à Joseph Fourier. Ses travaux sont utilisés aussi dans la mécanique quantique. Ça, j'en sais absolument rien, je sais juste que c'est utilisé, quoi. C'est utilisé aussi dans les antennes relais pour compresser les signaux 4G, 3G, donc c'est aussi grâce à lui. Et dans tout ce qu'a fait Joseph Fourier, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. La transformation de Fourier. La transformation de Fourier, c'est une baguette magique pour faire du traitement de signal. Ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Je vous rassure, ça, je ne sais pas lire non plus. C'est intégrale de moins l'infini à l'infini, exponentielle de moins, et après... J'ai fait SP Physics, de toute façon. Ça va nous permettre de faire de la décomposition de fréquences. Donc, typiquement, quand j'avais mon signal avec 2 Hz et 2 3 Hz, la transformée de Fourier va pouvoir me donner la séparation de ces fréquences-là. Et ça va faire de l'analyse de spectre, vous allez voir. Donc, typiquement, ici, j'ai un signal très, très, très serré, qui doit faire 5 Hz d'amplitude 6. Et en fait, ce que la transformation de Fourier va faire, c'est... Déjà, elle ne va pas transformer mon signal, en fait. Elle va juste me donner mon signal avec un angle de vue un peu différent. Je donne mon signal à la transformée de Fourier, et la transformation de Fourier va me dire, OK, mais en fait, dans ce que tu m'as donné, je ne vois pas de signal de fréquence 0, je ne vois pas de signal de fréquence 1, je ne vois pas de signal de fréquence 2, ainsi de suite. Et en fait, il va dire, ah, par contre, dans tout ce que tu m'as donné, je vois qu'il y a il y a un signal de fréquence 5 à hauteur d'amplitude, là ça monte un peu plus que 6, mais normalement c'est 6. Voilà. Et il va juste me dire ça. Pareil avec un autre. Il va dire, dans ce que tu m'as donné, il n'y a pas de fréquence 0, il n'y a pas de fréquence 1. Par contre, je vois qu'il y a un signal de fréquence 2 qui monte à hauteur d'amplitude 4. Et il va continuer comme ça. 3, j'en vois pas. 4, j'en vois pas. 5, j'en vois pas. Donc en fait, vous voyez bien qu'on passe un signal qu'on analyse sous le domaine du temps à, en fait, j'ai juste envie de voir quelles fréquences apparaissent dans ce truc-là. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, c'est que ça marche sur la somme des signaux. Et c'est vraiment là que ça devient intéressant. Parce que du coup, dans ça, que moi, j'arrive pas à lire du tout, il va juste me dire, fréquence 1, j'en vois rien. Fréquence 2, ça tombe parfaitement, je vois un signal de fréquence 2 à hauteur 4.
il va continuer, il va dire, ah, il y a aussi un autre signal de fréquence 5 à hauteur de 6, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc là, j'arrive à bien dire, bah, en fait, ça, c'est juste la somme de deux signaux, un de fréquence 2 et un de fréquence 5. Pour la culture G, il y a aussi la transformation inverse de Fourier pour passer de ça à ça. Et en fait, c'est beaucoup utilisé dans les algos de compression de son, de filtres sur les fréquences. Donc typiquement, si j'avais par exemple ici un signal de fréquence 12 que je voulais me débarrasser, bah, en fait, je génère ça, je squash le 12, et en fait, je repasse, je régénère le truc sur la gauche. Donc c'est utilisé aussi dans les trucs de casque à réduction de bruit, entre autres. Ils font plein d'autres trucs, mais c'est utilisé là-dedans. OK. Donc ça, c'est ce que je disais, voilà, c'est juste une façon différente de voir un signal. Hein. C'est juste, on passe du domaine du temps au domaine des fréquences et on sépare en plusieurs fréquences. Toute petite vidéo pour expliquer vraiment comment la transformation de Fourier fait ça. Je vous rassure, c'est la dernière slide avec des trucs un peu compliqués. Après, on fait des trucs un peu plus fun. Ça, c'est une vidéo de Tree Blue One Brown, qui est une chaîne de vulgarisation scientifique, qui explique comment est-ce que la transformation de Fourier prend un signal. Hop là. Comment est-ce qu'elle prend un signal et comment est-ce qu'elle détermine que, bah, effectivement, il y a tant de choses. Dans ça, j'ai un signal composé de deux sous-signaux, donc un de 2 Hz et un de 3 Hz. Et comment est-ce que la transformation de Fourier fonctionne, enfin, de ce que j'ai compris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce signal et on va le faire tourner autour d'un cercle trigonométrique à une certaine vitesse. Je ne sais pas comment ça marche vraiment. On prend un cercle, on prend le signal et on le fait tourner à une certaine vitesse. Et cette vitesse, c'est les cycles par seconde. Donc là, voilà, on prend notre signal et on le fait tourner à une certaine vitesse. Donc là, on le fait tourner à 0,44 cycles par seconde, 1 cycle par seconde, 2 cycles par seconde, ainsi de suite. Et on va s'intéresser à une seule chose, c'est le centre de gravité de toute cette figure-là. Et même pas le centre de gravité, juste la position x de ce centre de gravité-là. Et on va la mapper sur la droite. Donc là, on voit bien que la position, en fait, elle varie, elle fait un peu n'importe quoi, c'est un peu chaotique. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc on fait tourner notre signal, donc à 1 seconde, à 1 seconde 2, voilà. Et en fait, la magie, elle s'opère dès le moment où, en fait, la vitesse à laquelle on fait tourner notre signal autour de ce cercle trigonométrique, lorsqu'elle correspond à une des fréquences qui apparaît dans le signal, il y a un truc magique qui apparaît, notre position x de notre centre de gravité l'explose. Et après, lorsqu'on continue, en fait, c'est du chaos. Voilà, on continue, donc 2 cycles 5, 2 cycles 6, 2 cycles 7, hop, 3. Donc je vous rappelle, hein, c'est un signal de 2 Hz et de 3 Hz. Et là, comme par magie, hop, ça remonte. Et là, on voit presque notre graphe de transformée de Fourier se représenter. On peut lire littéralement visuellement que j'ai un signal de fréquence 2 là-dedans et un signal de fréquence 3. Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. Vraiment, là, c'est de la magie des maths. Là, c'est un peu trop poussé pour moi. Mais on voit que c'est comme ça que la transformée de Fourier peut trouver quels sont les signaux à l'intérieur d'un signal. Et c'est comme ça qu'on fait tourner, visiblement, c'est comme ça qu'on fait tourner un signal autour d'un cercle. Voilà. Bon. Promis, c'est le truc le plus compliqué qu'on va faire aujourd'hui. Là, on va reprendre, s'il te plaît. Hop là. Hop là. Alors, donc parfait, on va utiliser la transformée de Fourier pour faire ce qu'on a envie de faire. Par contre, petit problème, la transformation de Fourier, ça marche, comme je vous ai montré, ça marche un peu dans l'infini, on fait tourner un truc dans des boucles jusqu'à l'infini, ça marche avec des signaux continus. Et moi, en fait, je travaille sur des fichiers MP3, des fichiers téléchargés sur mon Mac. C'est des signaux discrets avec des fichiers MP3 samplés. Donc il y a des mecs très intelligents qui ont fait la discrete Fourier transform. C'est exactement la même chose, sauf que ça marche sur des signaux discrets. Génial. Sauf que petit problème encore, la transformation de Fourier discrète, ça reste un petit peu trop académique. J'ai testé, c'est pas optimisé du tout, c'est pas fait pour être utilisé, c'est vraiment des preuves presque mathématiques. Donc ça ne m'arrange pas. Mais il y a des mecs encore plus intelligents qui ont fait la FFT, la Fast Fourier Transform, donc qui est une implémentation ultra rapide de la DFT. Et en fait, pour passer de là à là et de là à là, on est obligé de faire des compromis, on en parlera tout à l'heure. Et pour les connaisseurs, j'ai utilisé l'algo de Cooley-Tukey, qui est le plus standard, je ne suis pas allé super loin, j'ai utilisé ça. OK, donc là, en gros, pour moi, on peut faire un peu d'algo parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. On a une équation qui nous permet de séparer les signaux dans un signal et de pouvoir les identifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un signal numérique. Donc, les signaux numériques, de manière très générale, c'est toujours 4400 data points, c'est 4400 Hz. Quand on enregistre un son, quand vous téléchargez un truc sur Emule à l'époque, un vieux MP3, c'est probablement du 44,1 kHz. Donc, c'est-à-dire qu'il y a littéralement 4400 data points par seconde qui décrivent mon son.
Et là, enfin, là quand je parle de R, je ne parle pas du signal à l'intérieur du son, c'est la vitesse de sampling qu'on a utilisée pour récupérer notre fichier MP3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce signal-là et on va le casser en morceaux de 4096. On va voir pourquoi 4096 après. Et on va créer des petits bouts de 4096 comme ça jusqu'à faire tout mon signal. On va les chunker. Et ce qu'on va juste faire, c'est on va mettre un coup magique de FFT, donc de Fast Fourier Transform, sur chacun de ces morceaux-là, donc chacun de ces petits blocs de 4096. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que pour chacun de ces 4096, ça fait à peu près 0,01 seconde sur un signal samplé à 4400. Et en fait, pour chacun de ces blocs-là, je vais avoir les fréquences qui apparaissent dedans et à quelle amplitude. Et c'est exactement ce qui m'intéresse. Typiquement, si je joue le La 3 ou La d'octave 3 sur le piano, j'aurai la fréquence 440 qui apparaîtra avec une amplitude super élevée, et à côté du 220, du 110, du 55 qui traîne à côté. Et c'est exactement ce que je veux. Et en fait, ça, c'est la définition d'un spectrogramme. C'est un spectrogramme, ça ressemble à ça. Il y a 3 choses importantes à voir sur un spectrogramme, donc le temps, les fréquences et les couleurs représentent l'amplitude. Donc là, c'est le spectrogramme de lettres à hélice, donc quelques secondes. Hein. Et en fait, on peut presque voir les notes se dessiner. Regardez là, ici on voit qu'il y a un petit peu entre 600 et 700, donc il y a de la basse à peu près tout le long de lettres à hélice. Ici, entre 1400 et 1200, on voit qu'il y a des notes qui se suivent les unes les autres. Et on peut presque voir les. Je ne vais pas vous faire l'affront de chanter lettres à hélice, hein, je ne sais pas faire. Mais on voit presque les notes se dessiner au début. Voilà. Et en fait, ça, c'est un spectrogramme. Et là, je reconnais presque que là, il y a le début d'une empreinte. Là, on identifie un son, même si c'est sur 6 secondes. Et on peut peut-être faire quelque chose avec ça. Par contre, il y a un petit peu trop de données. Il y a un petit peu trop d'informations. Il va falloir faire des choix. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arbitrairement créer des zones de fréquences. Donc moi, j'ai choisi, ça a été rétro-ingénieré, mais je vais vous expliquerai pourquoi. Very low, 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 mid, 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 high et high, donc entre 0 et 113 Hz, 113 Hz et 220, et ainsi de suite. Et en fait, pour chacune de ces zones-là, pour chacun de mes chunks-là, je vais juste élire le point de plus haute amplitude, et je vais dire, OK, c'est toi qui représente cette zone-là. Donc en fait, on va se retrouver, pour chacun de mes chunks, on va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, qui seront les 6 points les plus élevés, respectivement, dans leur bande de fréquence. Et donc, ça va donner quelque chose comme ça, en fait. Donc, typiquement, ici, sur ma première... Bon, là, ça n'a pas de sens, parce que ce n'est pas sur 1 seconde, c'est plutôt sur un chunk. Je vais élire ce point-là, qui était... Enfin, élire, c'est lui qui était de plus haute amplitude, donc c'est celui qui était à probablement 95, là. Dans la deuxième bande, c'était ici, dans la troisième, c'était là, dans la quatrième, c'était là, et voilà, et ainsi de suite. Et donc, je vais créer... je vais avoir un tableau donc, de 1 à 6 fréquences par morceau, parce que parfois, il peut ne pas en avoir, parce qu'il n'y a rien qui sort fortement, c'est du silence. Et en fait, ça, moi, en tant que dev, je me dis, c'est parfait, parce que ça, c'est manipulable, c'est comparable, et c'est stockable, facilement. Et en fait, ça, c'est une empreinte. Et donc, moi, en tant que dev, voilà, là, je me dis, c'est bon, là, je peux commencer un algo de comparaison pour regarder et commencer à chercher. OK. Donc, exactement, si on revient, tout ce qu'on a fait, en fait, c'est créer une empreinte. Et donc, si on prend un peu de recul, ce qu'on doit faire, c'est prendre nos milliers et nos milliers de sons, faire tout ce travail-là, créer 1000 empreintes et les stocker en base de données. Et le jour où j'arrive avec mon enregistrement de la BO d'un film de 3 secondes, il va faire le même chemin, on crée une empreinte et au lieu de la stocker, on va comparer. Et donc comparer, c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. OK. Shazam, ils ont un algo qui est plutôt balèze. J'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi. Du coup, j'ai fait un truc plus simple, mais ça marche. Je vais vous expliquer quand même Shazam ce qu'ils font très rapidement. Shazam, ils font pas juste de la comparaison simple. Ce qu'ils font, c'est que une fois qu'ils ont, là vous reconnaissez, hein, c'est la même chose. Hein, une fois qu'ils ont leur empreinte, ce qu'ils font, c'est que pour chaque point, ils vont de manière presque arbitraire, mais c'est plus compliqué que ça, créer des target zones. Donc c'est des groupes de ces points-là, qui n'ont rien à voir avec les chunks, hein, vraiment, genre une fois qu'on a tout ça, ils oublient un petit peu les chunks verticaux là, et donc ils vont créer des zones de 5 à 6, à 7, à 8 points. Cette zone-là va élire ce qu'on appelle un point d'ancrage à l'extérieur de la zone, donc là, tous ces points-là, ils ont pour ancrage le point qui est juste là, à l'extérieur de la zone, et en fait, eux, ils ne vont pas stocker tout ça, ils vont juste stocker pour chaque point, donc quel point est dans quelle target zone, la fréquence de ce point lui-même, la fréquence de son point d'ancrage, donc à l'extérieur de cette zone-là, et le delta temporel entre ces deux points-là. Donc ça, ce que ça fait, c'est juste, en vrai, c'est juste de l'algorithmie un peu poussée, parce que Shazam, eux, ils ont des millions et des milliards, même sûrement, de chansons et d'empreintes. Ils ne peuvent pas juste se permettre de comparer. Et ce que ça fait, c'est qu'ils ne comparent pas des empreintes à des empreintes. Ils cherchent deux notes
séparées dans deux empreintes différentes, enfin séparées du même delta temporel. Et en fait, ça booste la comparaison parce qu'en fait, dès qu'on trouve les deux mêmes notes dans deux enregistrements différents, séparés du même delta temporel, ça a beaucoup plus de sens et pour dire que c'est exactement le même, le même son. J'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait simple and stupid. Donc, en fait, j'ai deux tableaux. J'ai un tableau A, j'ai un tableau B, des deux côtés. Bon, si les fréquences matchent à peu près, donc avec un peu de fuzzy margin, hein, là, je dois avoir du moins 10, plus 10, un truc du genre. Bah, si ça match avec un des enregistrements dans ma base de données, bah, je fais plus 1 à mon score de chanson. Et c'est aussi simple que ça. Donc là, hop, A et B, ça match pour moi, on rajoute plus 1. Et donc ça, déjà, ça m'avance beaucoup parce que je peux trouver déjà quelles empreintes apparaissent entre ma base de données et mon enregistrement, lesquelles apparaissent le plus. Petit problème, c'est que moi, juste le fait de trouver que sur ma gauche, j'ai des empreintes et sur ma droite, j'ai les mêmes empreintes, c'est pas assez. Parce qu'en fait, ça, c'est pas super résilient vis-à-vis des chansons avec des remixes, parce que ça se ressemble beaucoup, parce qu'il y a les mêmes empreintes qui apparaissent à gauche et à droite, que c'est le même son. Pareil avec les samples, comment est-ce que je fais lorsqu'un son est samplé et qu'il est utilisé, pas parce qu'il apparaît et à gauche et à droite que c'est la même chose. Il manque une étape de cohérence de temps, ce que Shazam fait intrinsèquement dans son algo, moi je ne le fais pas ici. Donc il faut que je le fasse enfin, juste après, quoi. Et en fait, ici vous voyez bien l'exemple, donc là j'ai mon enregistrement avec 3 groupes de fréquences, donc le bleu, le rouge et le vert. Et en fait ça correspond et à la chanson A et à la chanson B. Ça apparaît sur la gauche, ça apparaît sur la droite. La chanson A elle a un score de 3 parce que ça match 3 fois. Là aussi, chanson 3, ça apparaît 3 fois. Sauf que c'est évidemment la chanson A parce que là, les fréquences bleues, rouges et vertes se suivent littéralement suivies d'une seconde, exactement comme dans la chanson A, alors que dans la chanson B, en fait, elles apparaissent un petit peu éparpillées. Et donc, en fait, une fois que j'ai pris ça en compte, en stockant le delta temporel, je peux clairement dire que ça a 100 fois plus de chances que ce soit la chanson A que la chanson B. Et donc ça, c'est la dernière étape pour que ça puisse marcher. Et enfin du code, désolé. Tout ça pour vous montrer un peu de code. Je vais vous montrer déjà ma bibliothèque. Donc ça, c'est toutes mes signatures. Donc j'ai une trentaine de sons. Donc il y a du bon son, hein, du Bob Marley, du Bruno Mars, voilà, tout ça. Et typiquement, si je vous montre, il y en a un qui est formaté, c'est lui que je cherche, je ne sais plus c'est lequel. Louis Armstrong, hop là. Donc la bonne idée de stocker mes empreintes en JSON, donc clairement mauvaise idée, enfin faites pas ça, clairement c'était pas le bon plan. Je stocke mes fréquences comme ça. Donc là vous voyez bien, c'est un tableau avec ici j'ai mes fréquences 3, 118, 226, donc on reconnaît nos bandes de fréquences. On voit que c'est à la seconde 009 du son, et on voit que j'ai utilisé une résolution qui s'appelle 6 band, je vais vous montrer juste après. Et pour le groupe de secondes après 0,18, c'est pareil, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et si on descend tout en bas, en fait, on arrive jusqu'à la fin du son, donc 205 secondes, là 205 secondes, et on voit toujours les fréquences qui sont là. Et donc là, j'ai une trentaine de sons qui sont comme ça. La résolution de fréquence, en fait, c'est justement le choix des bandes que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai rétro-ingénieré. Là. Oui, autre idée aussi, pas géniale de ma part, faire ça en TypeScript. Clairement non. Clairement, c'est pas une bonne idée, j'ai plein de regrets. Mais ça marche, du coup, je garde ça comme ça. Donc moi, j'ai utilisé la fréquence que je vous ai montrée tout à l'heure, là, donc 0, 113, 113, 220. Mais j'en ai testé d'autres, et on peut en tester plein en fonction du son qu'on fait. Je vais vous montrer. J'ai testé un truc qui correspond plus à ce qu'on appelle scientifiquement ce que les humains peuvent entendre. Donc la sub-basse, c'est tout ce qui est entre 20 et 60. La basse, c'est entre 60 et 250. Mais ça ne marchait pas déjà, ça. 5 bands, c'est la même que la première, avec juste 5 bandes, quoi, et séparées un peu différemment. Et il y en a qui marchent mieux que d'autres, et celle qui revenait le plus souvent, c'était quand même la 6 band qui marchait bien. Donc celle avec 6 catégories. Comment ça fonctionne? Hop là, en vrai, c'est pas super compliqué. Déjà, j'enregistre, petit détail important, j'enregistre toujours à 4400, parce qu'en fait, la base de données, tout a été fait sur la base de mes sons, ma bibliothèque est samplée à 4400. Il faut que l'enregistrement que je fais de 3 secondes ou de 10 secondes soit aussi en 4400. Si on change un tout petit peu, en fait, il n'y a plus rien qui match, on compare pas les mêmes choses et en fait, ça marche plus. J'enregistre un son de 10 secondes, moi. J'enregistre 10 secondes et je travaille dessus et je trouve le son. Et mes chunk size, on va en parler tout à l'heure aussi, moi j'utilise 4096, on peut faire différemment, il y a des conséquences et on va en parler. Donc tout con, j'enregistre mon son dans un fichier qui s'appelle recording.mp3, donc j'enregistre littéralement avec le micro de mon Mac. Je fingerprint tout ça, donc ça me génère un fichier de signature.
J'enregistre en JSON, oui, bon. Et après, je récupère toute ma base de données de signature. Et après, on a une petite fonction qui va faire, la logique de comparaison entre ma base de données de signature et celle que je viens d'enregistrer. Bon, on va faire une démo, en espérant que ça marche. Parce que l'algo marche à peu près 9 fois sur 10. Donc c'est un beau score, mais bon, ce serait bien que ça marche du premier coup. Et hop là. PM, go, hop là. Je suis venu équiper parce que bon, voilà, hein, passer du bon son. Voilà. Et pour être dans le thème, on va passer du Jay-Z, clairement. Le but, c'est pas de commencer dès le début du son, parce que ce serait un peu trop simple. C'est de prendre un truc en plein milieu et de voir s'il arrive quand même à retrouver. Donc, comme j'avance un tout petit peu. Là, on fingerprint, on croise les doigts et on trouve Otis Jay-Z. Parfait. On va retester, on va voir. On va prendre un truc un peu au hasard. Donc, dans ma bibliothèque, j'ai aussi Bruno Mars. On va tester ça. Hop là. Hop là. Il faut juste que je retrouve Bruno Mars. Bon, je suis large. Là. Bruno Mars, où es-tu? Là. On fingerprint et on trouve Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic, Fly As Me. Nickel. On va essayer d'aller une étape plus loin et je vais prendre un son qui n'est pas dans ma base de données, le fingerprinter en live et le rajouter à la base de données, le trouver sur Shazam et voir si ça marche. Donc je vais aller sur Internet déjà. Hop là. Je vais prendre un truc comme Spotify Top Playlist, ça doit exister ça. Là. Pop. Alors, non, pas Cyrus, quand même pas. On est hip-hop quand même. Bon. Je vais prendre Calm Down, c'est un son, c'est pas mal ça. Bien. Je vais aller Calm Down, Rema et Selena. Là. J'aime pas prendre les clips officiels, parce que dans les clips officiels, souvent, ils font des interludes, ils changent des choses. Donc, si je récupère le son du clip officiel, ça ne marche pas avec le son sur Shazam. Donc, généralement, je cherche toujours un truc avec des lyrics. Hop là. Ça marche plutôt bien. Je fais ça comme ça. Hop là. Je reviens ici. PM. Alors, je récupère le son de manière légale, évidemment. Il n'y a pas de... Pour rigoler. Donc on met un tiret silent parce que j'aime pas les logs, c'est tout. Mais hop là, on va récupérer ça. On va appeler le fichier Calm Down de Rema et Selena. Donc get audio de ça, on le met dans input, on lance, on cache les logs. On va voir les trucs passer quand même. Donc hop, ça récupère. Un peu de temps. Hop là. Petit détail, moi, PNPM, hop là. PNPN, bah non. Hop là. En 2023, quasiment tous les sons sont stéréo en fait, gauche-droite. Les sons qu'on télécharge et qu'on obtient légalement, ils sont aussi en stéréo, gauche-droite. Mon algo, il fonctionne qu'avec un seul signal. Donc, soit j'adapte mon algo pour travailler sur 2 signaux, soit j'ai la flemme et je convertis ce que je viens de récupérer en mono, en fait. Donc c'est ce que je fais ici. J'aurais pu le faire pendant le téléchargement, mais bon. On convertit tout ça en mono. Donc là, on voit bien que mon son a été converti. Et je vais lui demander de faire de fingerprinter tout ça, en fait. Parce que là, le son, le fichier MP3, il est bien dans ma base de données. Mais il n'est pas fingerprinté. Donc je lance le fingerprint, ça prend quelques secondes.
le fingerprint, il prend tout ce qui n'est pas dans la base, il voit le seul son qui n'est pas ajouté, et j'ajoute ce son-là. Donc maintenant, si je reviens dans ça, normalement, hop, il vient d'apparaître. Il est où? Il est là. Il y a un son qui a popé. Donc Calm Down de Rena et Selena Gomez. Et bah du coup, maintenant que j'ai la fingerprint, on peut tester. Là, PNPM, go. Juste que je retrouve le son. Pourquoi il y en a trois? Ok, celui-là. Ok, c'est mieux. On listen pendant 10 secondes. Et Rema, Selena Gomez, Calm Down. Yes. Vous avez de la chance, parfois ça rate quand même une fois sur les trois. Je réessaye jusqu'à que ça marche. Je peux revenir sur ça. Hop là. Donc en fait là, moi quand j'arrive à ça, en fait je suis refait. Enfin, Keep and Test, en fait, j'ai réussi à cloner Shazam. Je suis refait, je suis super content. Qu'est-ce que Shazam fait de plus que moi? Plein de trucs. Ils font plein de trucs que plus que moi. Déjà, ce truc super évident, eux ils font du recording et du fingerprint en même temps. Moi, vous avez vu, j'enregistre 10 secondes et je travaille sur mes 10 secondes et après je trouve le son en question. Eux, ils le font en live en fait. Vous êtes dans un bar, vous lancez le truc, ils travaillent en live et ils trouvent, ah oui, au bout de 2 secondes, oui, c'est Eminem. Donc ça, c'est super impressionnant et moi, je fais pas ça du tout pour l'instant. Eux, ils font plein de traitements et de filtres sur les fréquences qu'ils reçoivent. Donc moi, là, j'enregistre. Mais encore une fois, hein, Shazam, dans un bar où il y a du bruit, dans une gare SNCF, n'importe quoi, il va retrouver le son, il va vous dire ce que c'est. Moi, j'ai testé, hein, je peux chuchoter à côté de mon micro et l'algo il marche plus. Hein, c'est tout qui casse la gueule. Donc vraiment, ouais, eux ils font pas mal de filtres. Ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, avec la transformée inverse de Fourier, ils se débarrassent de ce qui est pas logique dans le son, ils clean up un peu machin. Ils font ça très rapidement et c'est super impressionnant. Le choix des fréquences dans les bandes, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, les zones low band, mid, high, quelque chose de très intelligent qu'ils peuvent faire, je suis pas sûr qu'ils le font, c'est en fait de changer les fréquences en fonction du type de son que c'est. Parce que les bandes, c'est pas forcément adapté. Moi, à ma base, elle est très hip-hop, mais en vrai, dans du metal ou dans du jazz ou dans du blues, on tape pas forcément dans les mêmes fréquences à chaque fois. Donc on peut ajuster en fonction du type de son que c'est. Le tuning de l'algo, donc les chunk size, et je vais juste vous montrer ce que ça fait justement. Les chunk size, si je reviens ici, moi j'utilise 4096. Pourquoi 4096? Si je vais, c'est dans Record que je fais ça? Non, c'est pas dans Record. Oula, c'est pas beau ça. Fingerprint. Ici. Hop là. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise 4096? Tout à l'heure, je vous ai un peu menti. Je vous ai dit la FFT, en fait, elle me dit ouais, la fréquence 5 apparaît à amplitude 5. Ou la fréquence 12 apparaît à amplitude 20. En fait, en passant de la transformation de Fourier en mode absolu à en mode discret, on perd de la précision. Et encore plus en passant sur la FFT. Et en fait, le niveau de précision, en fait, il est de 10,7 Hz, en fait, avec un sample à 4096. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux jamais descendre à une précision de plus de 10,7 Hz. On va pas me dire, la FFT va me dire, bah ouais, il y a les fréquences entre 10,7 et 21,4 apparaissent fortement. C'est tout ce qu'il va me dire. Il ne va pas me dire plus que ça. Donc c'est un peu dommage, on perd de la rapidité. Et ça, c'est parce qu'en fait, la FFT, vous avez vu, à la base, c'est des signaux absolus, en fait. C'est des signaux absolus sur lesquels ça travaille. Et en fait, quand je lui donne juste 4096 samples, il n'a pas beaucoup de données pour pouvoir faire tourner tout le signal autour d'un cercle trigonométrique. Donc en fait, il est obligé de faire des compromis. Donc pourquoi ne pas me dire en fait de juste donner plus de data points en fait pour être encore plus précis, ce qui est possible. Si je donne 16 000 samples à mes chunks, la résolution elle passe à 2,7, ce qui est beaucoup plus précis. C'est super intéressant. Pourquoi est-ce que je fais pas ça? Parce qu'en fait, forcément, si mes chunks maintenant ils font 16 000 samples, s'ils font 16 000 samples, en fait, en termes de temps, mathématiquement, mes chunks ils font 0,37 secondes du coup maintenant. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais dans ces 0,37 secondes, il y a plein d'informations pertinentes, différentes dans mon son qui sont intéressantes, donc typiquement un beat drop, un solo de guitare, bon peut-être pas un solo de guitare dans 0,37 secondes, mais un truc super représentatif, en fait j'aurai juste une seule donnée en retour pour plein d'informations qui sont pertinentes. Et donc on est moins réactif au changement, même si on est plus précis au niveau de la fréquence de résolution. Du coup en fait il faut faire un compromis.
Qu'est-ce qu'on veut? On veut plus de précision au niveau de la fréquence, ou est-ce qu'on veut être plus réactif aux changements dans la musique? Et donc Shazam, probablement qu'ils font des trucs plus compliqués pour ajuster. Moi, je suis resté sur 4096 et ça marchait bien. Autre chose qu'on peut faire, c'est le windowing des chunks. Ce que j'ai dit, moi, je fais 4096, puis 4096, puis 4096. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une fenêtre glissante. Ça améliore énormément les données qu'on récupère du signal. Par contre, ça a un impact sur l'algo de comparaison. Et comme déjà, j'ai pas réussi à faire celui de Shazam et que le mien, il fonctionnait bien, j'ai fait 4096 comme ça marchait bien. Et après, ils ont aussi l'argent d'appel de plus que moi, parce qu'ils ont été rachetés. J'ai pas de thunes. SO à tout ça, là. Donc, Industrial Strength Audio Search Algorithm, c'est l'article scientifique que j'ai toujours pas très bien compris, mais bon. Desmo, c'était tous les signaux, tous les graphes de signaux, c'était plutôt cool. TreeBlue One Brand, donc super vidéo de vulgarisation scientifique pour les gros nerds comme moi, ça aide beaucoup. Roy Van Ryn, qui est un mec qui a fait presque pareil que moi en Java. Donc je me suis inspiré de 2-3 trucs aussi pour faire marcher ça. Et Coding Geek, qui est un blog qui a un peu vulgarisé l'article scientifique en question, qui s'appelle How Does Shazam Work. Et ils m'ont pas mal aidé. C'est à peu près tout. Je m'appelle Mustapha Agak. Je travaille à Zenica. On fait des trucs plutôt cool. Je suis développeur full stack. Pas du tout, rien à voir avec TypeScript, quoi. D'ailleurs, raison des mauvais choix techniques. Et c'était un plaisir d'être ici. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, volontiers. Sauf les questions des mathématiciens et des musiciens, allez-y, mollo. Oui, enfin, je vois, allez-y. No problem, yeah. Thanks. Yeah, yeah, yeah. Google's one is pretty impressive. All you have to do is hum the song and it'll tell you, yeah, it's La Vie en Rose, which is really, really impressive. Shazam doesn't work that way. I have no idea how Google's ones work. It's probably more AI than Shazam's. And Shazam is, that's what that's what surprised me the first time. I thought the whole thing of Shazam was based on AI. It's just basic algorithms and math and Fourier transform. But mine doesn't work that way. I can sing even pretty good. It's not going to find anything. Yeah. Oh, yep, over there. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est la magie du FFT. La bibliothèque que j'ai trouvée, une fois que j'ai enregistré, mon fichier MP3, je le lis littéralement en bytes, parce que c'est littéralement des data points qui sont décrits. Et en fait, la bibliothèque que j'utilise, elle peut se brancher sur ça, justement, sur les bytes littéralement, et du coup, je n'ai pas m'occuper de cette partie-là. C'était le plus dur à trouver une bibliothèque de FFT utilisable, pas académique, en TypeScript. Clairement, le dernier point, c'est clairement ça qui m'a niqué. Clairement, j'en ai vu plein en Rust, j'en ai vu plein en C++. Le but de Stokes, c'était de le faire d'abord en TypeScript et après passer en Rust. Sauf que ça fait 1 an que je dis ça et je ne l'ai toujours pas fait. Mais voilà, le but, c'est de faire ça sur un truc un peu plus bas niveau, qui marche un peu mieux, quoi. Yep. Non. Merci Samy. Non, Roy Van Ryn, que vous voyez ici, qui a fait la même chose, lui, il a fait la même chose, il l'a mis en open source. Et il y a les avocats de Shazam qui sont venus toquer à sa porte. Techniquement, il habite aux Pays-Bas, je crois, donc il fait ce qu'il veut. Hein, c'est du code, c'est des maths. Il n'y a absolument aucun souci. Sauf que toutes les semaines, il le relançait, il a eu un peu peur. Et du coup, il a enlevé une grosse partie et il a laissé juste les parties importantes pour expliquer comment ça marche. Mais du coup, moi, j'ai aussi peur des avocats d'Apple. Du coup, je ne vais probablement pas l'open sourcer. Un, parce que avocat, et deux, parce que vraiment le code, il marche, mais c'est pas... c'est pas du code à montrer en public. On est tout bon. Yes.
Merci à vous.